Walid est en train de voler mes céréales. Maximilien, en train de faire des choses utiles pour une fois. Bonjour. Salut, aujourd'hui c'est le jour 4 de la course pour le climat. Donc on fait Chauffaille par El Monial, 40 km et puis dernière étape de montagne, hein. Ça y est. Alors je vois des photos bombes sauvages derrière moi mais... Ah, enculé. Oh non, il s'en va sans nous. Mince alors. Tant pis, c'est la fin du projet. On rattrapera dans les montées, il fera moins le malin. Il est parti devant, mais il nous suppliera de le pousser. Salut et bienvenue dans une remorque pour le climat. Aujourd'hui on va tester ce bolide. Les sensations sont incroyables. Mais tranquille, bien moins dur qu'hier. Ouais. Voilà, j'ai donc trahi mes principes et commencé à charloter un peu Ah là là. pour goûter au plaisir de ma création. Dis la, Laetitia Getty d'ailleurs. dis la vérité, montre ça là. Oui, bon, ok, Ça. non. Ça, mes genoux vont bien, il n'y a pas de. Il en a aussi sur les chevilles, c'est ça qu'il dit pas. Arrêtez. Ce petit cachotier. Coupez. Donc derrière moi se trouve la magnifique maison en terre paille de Baptiste et Clara qu'on remercie, qui s'occupe de nous, qui nous gère, qui nous héberge aujourd'hui. Donc en ce J4, un peu compliqué, donc ça fait vraiment plaisir d'être hébergé et nourri aujourd'hui. Et nous verrons dans la suite de la vidéo en quoi consiste un chantier participatif. Ils expliqueront un peu leur cas, leur maison, comment ça se passe, etc. Du coup, aujourd'hui, une journée vraiment bien dure. C'est-à-dire que voilà, je pense que j'ai atteint des limites physiques. Je suis pas encore trop sûr de exactement ce que ça implique, mais j'ai dû arrêter de courir au bout de 20 bornes sur les 40, alors que je m'étais dit que je ferais pas 1 mètre vers Paris sur un vélo. Bah, je ne fais 20 km vers Paris sur un vélo, donc en tant que trahison de principe, ça se pose là. Mais donc voilà. Marcher c'est très difficile, j'ai dû mettre un strap sur mon genou, j'espère qu'il s'est vu à la caméra. Mais même ça change rien. Voilà, je pense que c'est juste 4 jours à courir sur de l'asphalte, plus d'une centaine de bornes, ça a dû faire une usure sur le ménisque. C'est mon hypothèse. Et je sais pas combien de temps il faudrait pour reconstituer ça, mais ce qui est sûr c'est que voilà, c'est un peu angoissant. Mais du coup, le point positif c'est que même si je suis plus capable de courir, je serais peut-être capable encore de faire du vélo ou alors de faire du stop, et du coup l'aventure vers Paris, même si je suis pas en mesure de courir, s'arrêterait pas ici forcément. Et ça c'est plutôt chouette. Bon voilà. Salut, carnet de bord du jour 4 de la course pour le climat. Donc là aujourd'hui on est à Paray-le-Monial. On a fait une étape de 40 km, non pas 30 pour pouvoir courir un peu plus et être hébergé aujourd'hui. On vous invite quand même à partager et à nous suivre, ça fait toujours plaisir et puis ça pourrait faire connaître un peu notre démarche à plein de monde. Du coup pour la suite, à partir de demain, on a regardé, on va voir exclusivement et quasiment que du plat. On retrouve la Loire à partir d'après-demain, on va pouvoir être sur des pistes cyclables, notamment l'Eurovélo, de la terre battue, donc plus agréable à courir, plus agréable à rouler, beaucoup moins d'énergie dépensée, des étapes qui feront plus 40 km comme on l'a fait aujourd'hui, ce sera sûrement la pire physiquement d'ailleurs celle d'aujourd'hui. Et puis voilà, ça s'annonce plutôt bien. A savoir que comme a pu l'expliquer Dimitri, en cas de pépin, vraiment on continuera l'aventure, que ce soit à vélo, à pied, on prendra le temps qu'il faut, on le fera en toute sécurité et puis on ira même jusqu'à faire du stop, pourquoi pas, ça pourrait être une expérience sympa. Oh oui, ils aiment. De retour parmi les miens. Ils sont là, ils arrivent. Oh oui. Oh mon dieu. Oh c'est beau. Non. On va passer à table du coup, ils m'ont envoyé vous chercher aussi.
Égorge les moutons, Antoine. Oh oui. Égorge cette bête. Que nous la mangions. Mais tu veux pas la manger? Attends, regarde comme beau. il est beau. C'est vrai qu'il est beau. Oui. Mais non. Je déségorge-le alors. Retire ton égorgement. C'est le tien finalement, moi j'ai rien fait. Dimitri, vous êtes triste? Oui. Salut. Alors bon bah moi je m'arrête là pour la course du climat. Je repars demain matin en train sur Lyon. J'aurais fait 5 jours en tout. Qu'est-ce que je retiens en gros de ces 5 jours? Déjà quand même un dépassement physique qui était vraiment très agréable. J'ai adoré, j'adore le sport et le fait d'être avec des amis pour me dépasser, ça c'est vraiment quelque chose qui me parle. Toutes les conversations qu'on a eues, tous les moments de fraternité qu'on a vraiment eu au sein du groupe, j'ai trouvé ça vraiment essentiel pour un projet orienté vers l'écologie. Parce que pour moi c'est un peu ça aussi la base de l'écologie, c'est savoir prendre du temps simplement avec des amis, trouver de la joie dans les choses simples. Et je trouve que c'est ça qui était le plus écolo dans notre projet. C'est pas forcément toutes les actions qu'on va faire ou les vidéos où on va parler de choses techniques. C'était vraiment le fait d'être bien avec les uns et les autres, de se relever dans les moments durs, de se soutenir entre nous. Et donc voilà, très très heureux d'avoir pu vivre ça. J'espère que la route va être encore belle pour mes compagnons qui continuent. Et voilà, même s'il y a quelques blessures, quelques petites déceptions, des petites difficultés actuellement, mais je pense que ça a vraiment de l'avenir et qu'en tout cas ça va nous transformer, nous, avant tout, et on espère avoir un impact positif sur le monde par notre simple vie. Donc voilà, moi je suis un peu triste de quitter l'aventure quand même, mais j'ai plein de foi dans ce projet et voilà, je trouve que c'est génial. Merci Dimitri en tout cas de m'avoir embarqué dans cette aventure. Merci à toi. J'ai eu pas mal de moments de doute, d'hésitation au début et c'est vrai qu'en fait je regrette mais absolument pas du tout, même si c'était court, d'être venu. Voilà, merci beaucoup. Et frotte mieux, faut que ça brille. Allez vas-y. Allez vas-y après. Donc aujourd'hui on va pas aborder un thème comme on va faire d'habitude, donc des thèmes précis où nous on va créer un peu du contenu. Aujourd'hui on est accueillis par Baptiste et Clara qui habitent à Paray-le-Monial et qui ont choisi de construire eux-mêmes leur maison et de construire eux-mêmes leur jardin. Donc il y a un projet de vie vraiment particulier et vraiment ancré dans une transition et un style de vie complètement alternatif. Donc voilà, vous allez pouvoir découvrir avec nous leur projet. Bonjour, et là je suis en présence de Baptiste et Clara qui nous accueillent dans leur maison en terre-paille qu'ils ont construit en chantier participatif qu'on voit juste derrière en arrière-plan. Et voilà, je vais tout simplement commencer par leur demander de présenter très rapidement leur projet. Du coup, moi je m'appelle Baptiste, je suis ingénieur, et Clara qui est institutrice. Je viens de la République tchèque. Mais tu travailles pas comme institutrice parce que tu as fait quel choix? J'ai fait le choix de vivre en France avec mon mari et on a trouvé ce terrain. J'ai fait le choix de garder mes enfants à la maison. Voilà, donc moi je travaille comme ingénieur et à côté de ça, à nos heures perdues, on construit la maison en chantier participatif avec plein de bénévoles qui viennent nous aider. Et puis donc c'est une maison en paille avec des endutaires. Et puis on a fait ça sur un grand terrain d'1 hectare. Et donc l'idée c'est de planter un jardin-forêt autour. Donc là on a planté à peu près 1100 arbres et arbustes en 3 ans. Okay. Et donc l'idée c'est d'avoir une certaine autonomie alimentaire aussi sur le terrain, puis une autonomie de manière plus générale. D'accord. Et voilà, moi j'aimerais que vous parliez brièvement de pourquoi est-ce que vous avez choisi de construire en terre et en paille. Et pourquoi est-ce que c'est important aussi pour vous d'accéder à cette forme d'autonomie? On a choisi de construire en terre et en paille, parce que c'est des matériaux qui valent pas cher, qui sont écologiques, il n'y a pas eu d'émissions pour produire tous ces matériaux, c'est reproductible, et oui, c'est des matériaux qui coûtent pas cher. Quand on construit en parpaing, ben on pollue énormément avec tout le béton, et puis
Si on construit en bois, on pollue beaucoup moins, mais on doit raser quand même des forêts pour construire en bois, hein. Ça va vite, la consommation de bois. Donc c'est pas non plus envisageable pour tous. Et là, en construisant en paille porteuse, c'est la paille qui porte la maison, et la paille c'est un déchet agricole. Alors ça qui sert à d'autres choses, hein, mais c'est vraiment un matériau qui vaut pas grand chose. Et puis il y en a énormément, beaucoup plus que ce qu'il faut pour construire des maisons. D'accord, ouais. Et donc également, pourquoi est-ce que c'est important pour vous du coup d'atteindre l'autonomie, enfin déjà en termes d'élec, en termes d'eau et en termes d'alimentation? Nous, l'autonomie, Ouais. à l'origine, si on a voulu faire de l'autonomie, c'était avant tout parce qu'on souhaitait ne pas passer notre vie à essayer de gagner de l'argent pour pouvoir vivre, Ouais. mais plutôt de pouvoir répondre à une bonne partie de nos besoins nous-mêmes, pour ensuite pouvoir s'engager autrement qu'en ayant toujours la contrainte financière qui vient nous empêcher dans ce qu'on a envie de faire. Du coup, le fait de faire plein de choses par nous-mêmes ici, alors c'est du boulot, surtout au début quand il faut mettre les choses en place, mais petit à petit ça va être de moins en moins de boulot, on va récolter de plus en plus les fruits de ce qu'on aura fait, et le temps qu'on aura, soit on le donnera dans une cause de manière pro, soit de manière associative, soit de manière familiale, soit autre, quoi. Du coup, côté autonomie, donc on a commencé par construire une maison qui est très très bien isolée. Et du coup avec beaucoup d'ouverture au sud, très peu d'ouverture au nord, et l'idée c'est d'avoir une maison qui va demander le moins de chauffage possible. Donc là on commence à s'en rendre compte en mesurant un peu notre consommation de chauffage. Quand on va passer sur du chauffage bois, on devrait être à 80 € de bois par an, pour vous donner une idée, ce sera notre consommation de chauffage. Après autonomie aussi en savoir-faire, hein, d'apprendre à savoir construire sa maison, ça veut dire qu'on pourra la réparer nous-mêmes, on n'aura pas tous ces frais là. Après, là on voit des cuves dans le fond, donc ça c'est des cuves de récupération d'eau de pluie en béton. Donc là les gouttières sont pas encore trop présentes là, mais on va faire toutes les gouttières, on va récolter l'eau de pluie et ensuite on va la reprendre dans la maison en la filtrant pour pouvoir avoir toute l'eau dont on a besoin. Donc on n'aura pas de facture d'eau, il y a une facture au début d'investissement et de mise en place, mais derrière on n'aura plus de facture d'eau. Et puis ici, donc on a commencé par réduire au maximum notre consommation d'électricité, parce que devenir autonome en électricité, si on a une grosse consommation, c'est juste pas possible, c'est très très cher. Et en fait, avant même de se poser la question de comment on produit son électricité, la question c'est comment on en consomme le moins possible. En consommer le moins possible, c'est pas très compliqué, en gros c'est comment est-ce qu'on ne chauffe rien avec de l'électricité. On chauffe pas de la nourriture, on chauffe pas des pièces, on chauffe pas, on chauffe rien avec, en tout cas pas quand on en manque. Du coup on voit un peu notre mode de vie par rapport à ça, et du coup avec 6 panneaux on va être autonome en électricité, et puis après on a des batteries lithium dans la maison qui vont nous permettre de stocker quand on a moins d'électricité pour en avoir quand même. Donc ça c'est sur la partie donc savoir-faire, eau, élec, chauffage. Chauffage, vu que ce sera peu de bois, on pourra même le produire sur le terrain. Et puis ensuite il y a la partie alimentaire. Et donc ça je vais vous emmener dans le jardin pour montrer un petit peu peut-être. Pour l'autonomie alimentaire, comme pour tout le reste, donc c'est les principes de la permaculture, hein. Souvent les gens ils réduisent un peu la permaculture au jardin, mais la permaculture c'est pas que le jardin, en fait c'est plus globalement c'est comment concevoir un lieu qui va répondre à nos différents besoins avec un minimum de travail. Donc souvent la permaculture c'est le choix du long terme, donc le long terme c'est beaucoup de travail, ça peut être beaucoup d'argent ou pas, hein, mais au début, beaucoup d'investissements soit en temps soit en argent, mais à long terme c'est ce qu'il y a de plus productif pour le moins cher en fait, ou le moins de temps passé. Alors qu'aujourd'hui on est dans un monde du court terme où on choisit d'acheter une maison qui coûte pas cher mais qu'on devra chauffer à fond, on choisit de produire dans des champs alors qu'en fait tous les ans il faut ressemer. Et donc la permaculture c'est plutôt le choix du long terme, donc beaucoup de boulot au début mais normalement beaucoup de résultats à la fin. Et donc au niveau de la production alimentaire, on va faire tout un tas de techniques, tout un tas de produits différents, mais nous ce qui nous parle le plus c'est l'arbre. Donc on plante des arbres partout, c'est un jardin forêt. L'idée c'est que un arbre, une fois qu'il est planté, qu'il a poussé 2-3 ans sur le lieu, qu'on s'en est occupé, après l'arbre il vit sa vie et il redonne des fruits tous les ans. Et il est capable d'aller chercher son eau en profondeur, il est capable d'aller chercher sa nourriture en profondeur. C'est beaucoup plus résilient que de faire des cultures dans des champs, dans un potager et tout ça, même si c'est bien aussi parce que ça produit d'autres choses. Mais du coup nous l'idée c'est vraiment de s'orienter sur la production de fruits avant tout,
Et on pense aussi que pour la santé, le fruit c'est dans les meilleures choses qu'on puisse manger. Donc c'est aussi une révision de qu'est-ce qu'on aura dans notre assiette demain. Voilà. Et donc on plante un peu tout ce qu'on peut planter, à la fois des choses d'ici, parce qu'il y a plein de fruits dans cette région qui sont bons à manger, et à la fois des choses du sud de la France, et voire de plus au sud encore, parce qu'on ne sait pas comment le climat va se déplacer, comment il va évoluer, et on veut prévoir pour tous les cas de figure. Si jamais il devait faire très froid encore dans le futur, tous les arbres qui sont habitués aux zones froides, ils vont nous donner plein de fruits. Et si jamais il devait faire chaud, ces arbres ils vont arrêter de donner, parce que s'ils n'ont pas leur dose de froid, ils ne donneront plus l'hiver. Du coup, au contraire, on met d'autres cultures. Là, on a un amandier, on a des pacaniers pour les noix de pécan, on a des agrumes et plein d'autres fruits, des oliviers. Et l'idée, c'est que si jamais le climat venait à changer, peut-être nos pommiers ne donneront plus, mais on aura d'autres choses. L'idée de produire en jardin-forêt, du coup, c'est qu'aujourd'hui, la nourriture, elle est produite beaucoup en 2 dimensions. Soit on met des animaux, soit on met des champs, soit on fait des légumes à perte de vue, ou alors on fait un verger, ce qui est un poil mieux, mais ça reste un verger, c'est des arbres, c'est souvent des monocultures d'arbres qui s'enchaînent. L'idée, c'est de travailler en 3 dimensions. Donc là, on voit par exemple, on a un pommier, en dessous, on peut mettre des framboisiers, et on peut mettre d'autres cultures. Alors là, c'est encore le début. Pour l'instant, on plante les arbres parce que c'est ceux qui ont besoin de plus de temps pour s'implanter. Mais l'idée, c'est d'avoir une productivité qui se fait en 3D, avec des arbres, avec des buissons, aussi avec des lianes qui vont monter entre les arbres, qui vont relier les arbres peut-être. Et du coup, ça va permettre une production sur plusieurs étages, et donc une production qui soit plus forte. Parce qu'en fait, la productivité d'un jardin, c'est la quantité d'énergie qu'on arrive à récupérer. Donc c'est l'énergie qui vient du soleil. Et l'énergie que le pommier n'arrive pas à récupérer, elle descend en dessous, et c'est une autre plante en dessous qui va la récupérer. Après, il faut réfléchir comment bien agencer les plantes entre elles, mais du coup, ça va permettre d'avoir un jardin où on pourra produire beaucoup plus sur une surface donnée. Du coup, dans un jardin-forêt, la première chose qu'on récolte, souvent on se dit il faut 10 ans avant que ça se mette à donner. Bon, les fruitiers, ça met un peu moins de 10 ans quand même, ça dépend des fruits, mais au bout de 5-6 ans, on commence à avoir des productions, surtout si on en a planté beaucoup. Et ce qu'on récolte en premier en abondance, c'est les petits fruits rouges. Donc framboises, fraises. Là, c'est notre 3e saison. On a déjà eu une abondance de framboises et de fraises. Abondance de cassis. Les groseilles qui démarrent bien, les amélanches, les goumis. Plein de petits fruits rouges qui font qu'on va avoir vite des productions. En attendant les fruits plus gros, pommes, poires, pêches, prunes, qui vont suivre. Petite explication de notre maison du coup. Donc notre maison, on l'a construise en paille porteuse. Elle est posée sur des fondations pneus, donc c'est pas vraiment des fondations en fait, c'est des pneus qu'on a remplis de cailloux et on a posé la maison dessus, tout simplement, en mettant quelque chose en dessous pour pas que les cailloux puissent descendre, du géotextile. Et puis derrière, ça nous évite d'avoir des fondations, donc il n'y a pas de béton du tout dans les fondations de la maison. Et ensuite c'est une maison qui est, donc il y a un peu de bois et c'est surtout de la paille porteuse. Et des enduits terre en intérieur et en extérieur. En intérieur, on en est très content. Ça donne vraiment un bon confort à la fois sur la partie humidité dans la maison. On a une maison qui est vraiment pas humide. Et puis sur la partie inertie, ça vient permettre d'avoir une maison qui est plus stable en température et c'est très esthétique. Et en extérieur, on est un petit peu déçu parce que les enduits terre, quand il pleut quand il y a de la tempête ou de la grêle comme on a eu ces derniers jours et que ça vient de manière assez horizontale parce qu'il y a beaucoup de vent, ça vient vite abîmer les enduits et je pense qu'on repassera dessus avec de la chaux pour pouvoir faire quelque chose de plus résistant en extérieur. Voilà. Après en toiture, on a fait une isolation en paille. Autant les gens souvent quand ils pensent maison en paille, ils pensent des murs en paille, ils pensent pas trop à la toiture. La toiture, on a l'habitude d'isolant plus léger, mais en fait au niveau thermique, la paille est vraiment meilleure, surtout pour le confort d'été en toiture. Donc on regrette vraiment pas, et puis c'est un matériau qui vaut rien, et ouais, c'est vraiment un bon choix je pense en toiture. Et puis ensuite des tuiles, donc ça c'est classique, tuiles de terre cuite. Voilà, et puis en intérieur, nos cloisons elles sont faites donc pas en placo, mais plutôt en bois terre-paille aussi. Voilà, donc ça permet d'avoir des matériaux qui coûtent pas grand chose, et on aura un meilleur confort thermique aussi avec les cloisons qui seront plus massives, et du coup qui vont permettre de vraiment avoir un bon confort en été comme en hiver.
avec des volets. Avec des volets, ah oui, alors on n'a pas encore tout fait dans la maison. Pour l'instant, on n'a pas un très bon confort en été. Mais ce qui va être important, c'est les volets, surtout pour les façades est et ouest qui prennent beaucoup de soleil en été et puis peu en hiver. En fait, c'est des fenêtres qui vont chauffer la maison en été, contrairement aux façades sud qui en fait prennent beaucoup de soleil en hiver et pas en été parce que le soleil est trop haut. Et du coup, ces façades est et ouest, il faut vraiment les protéger. Donc là, on peut faire ce qu'on veut, mais il faut mettre quelque chose, soit des stores, soit un brise-soleil, soit des volets, soit planter des arbres devant, soit quelque chose. Mais pour l'instant, on n'a pas encore fait parce que la maison n'est pas finie. Hein. Ça fait 3 ans qu'on est en travaux, mais il reste encore bien 2-3 ans devant nous. Et du coup, pour l'instant, la maison est très très chaude en été à cause de ce soleil qui entre. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important aussi à penser, le confort d'été. Avec le réchauffement climatique, le confort d'été, ça sera plus dur de l'atteindre que le confort d'hiver. Donc il faut bien y penser. Donc là on peut bien voir les fondations avec les pneus. C'est vraiment incroyable d'avoir surélevé sa maison comme ça. Et les petites aspérités sur le mur en terre dont il parlait. Voilà, à cause de la pluie. Donc ce que vous ne savez pas, c'est que moi, donc, il y a un an, je suis venu aider Baptiste et Clara pour construire leur maison pendant une semaine, puisqu'ils ont choisi de faire ce chantier de façon participative, c'est-à-dire qu'ils font venir des gens qui vont bénévolement aider à construire, en échange de quoi Baptiste et Clara leur transmettent les connaissances avec lesquelles ils vont repartir ensuite et qui vont pouvoir les aider si un jour ils sont soit en reconversion professionnelle, soit ils souhaitent un jour eux-mêmes faire ce genre de projet, ou alors simplement par curiosité finalement. Et donc voilà, je me souviens vraiment très distinctement que cette expérience, au moment où je l'avais faite, j'en étais ressorti en me disant que j'avais énormément appris, enfin j'avais finalement peut-être appris plus de choses avec mes mains que ce que j'avais pu apprendre en peut-être 6 mois de cours ou quelque chose comme ça. J'étais ressorti avec cette impression-là. Également, je pense que le chantier participatif a une importance dans la mesure où ça permet de transmettre efficacement plein de nouvelles façons de construire et qui vont vraiment devoir se répandre pour changer les habitudes de construction. Et donc, voilà, c'est typiquement super intéressant pour des étudiants en génie civil. Vous êtes peut-être nombreux à nous suivre, juste d'aller expérimenter ces techniques avec vos mains pour vous rendre compte que ça existe, pour vous rendre compte de tous les avantages que ça peut avoir, parce que dans une maison en terre-paille, à condition qu'il y ait des volets bien sûr, on se sentira, on se sent vraiment très bien, il y a une atmosphère qui est vraiment incroyable. Et également, sur un autre registre complet, un chantier participatif, c'est aussi une expérience humaine incroyable, c'est-à-dire que moi j'ai fait ça bénévolement pendant mon temps de vacances, mais du coup il y a un vrai esprit de partage, c'est festif et c'est une façon de passer ses vacances qui finalement est super respectueuse de l'environnement parce qu'on est sur un chantier écolo, voilà, on expulse pas de carbone en allant en avion à l'autre bout de l'Europe et finalement on arrive à donner du sens à son temps libre tout en passant du bon temps et en apprenant des connaissances. Et je trouve que voilà, c'est un truc qui mérite d'être dit sur le chantier participatif. C'est un truc que j'ai trouvé incroyable sur tout un tas de points. Peut-être que Baptiste et Clara peuvent nous éclairer sur pourquoi eux ils ont choisi d'avoir recours à ça. Alors, nous on a recours au chantier participatif déjà parce que construire sa maison tout seul, surtout en travaillant à côté, c'est beaucoup de boulot. Et donc avoir de l'aide c'est vraiment bienvenu parce que surtout on est sur des méthodes qui utilisent des matériaux écolos, pas chers, mais qui du coup demandent plus de main d'œuvre que des matériaux classiques. Et du coup on est vraiment content d'avoir de l'aide. Et après, moi ce que j'ai envie c'est de pouvoir retransmettre. Donc moi quand j'ai appris à construire une maison, c'était en chantier participatif, parce qu'il y a des gens qui me transmettaient qu'est-ce qu'ils avaient appris avant dans d'autres chantiers participatifs. En fait on se transmet les connaissances. Le premier chantier participatif où on est allé avec Clara, on ne savait pas tenir un marteau, on ne savait pas tenir une visseuse, on ne savait vraiment rien faire en bricolage. Et au niveau théorique, dans le bâtiment, on connaissait vraiment pas grand chose. Et donc c'est en allant de chantier en chantier qu'on a appris à bricoler, on a appris comment on voudrait construire notre maison, on a appris tous les principes du bioclimatisme. Maintenant je me sens calé sur la partie théorique aussi bien que sur la partie pratique, alors qu'au début on n'y connaissait rien. Et j'ai vraiment goût à retransmettre ça. Donc la partie pratique la journée, donc on fait le plus souvent des chantiers d'une semaine, ça peut être des chantiers d'un week-end aussi. Et l'idée c'est la journée on bricole,
chacun est sur son bricolage. Moi, je tourne de groupe en groupe et je montre les gestes, j'explique pourquoi on fait comment. Et donc c'est pouvoir vraiment transmettre la pratique du bricolage. Et puis le soir, régulièrement, on fait des petites conférences où j'essaye de transmettre comment on a fait notre maison, pourquoi on l'a fait comme ça, et puis les principes du bioclimatisme. Donc qu'est-ce que c'est que bien isoler, qu'est-ce que c'est que l'inertie, qu'est-ce que c'est que la perspirance, comment on oriente une maison, etc. Parce que j'ai envie que les gens puissent repartir avec un maximum de billes pour pouvoir faire leur propre projet plus tard. Et puis on fait des chantiers participatifs au jardin aussi, donc ça t'as pas encore eu l'occasion de tester. Mais du coup en hiver, quand les arbres dorment, c'est le moment où on plante. Et alors la première année on a planté nos 400 arbres tout seul. Puis pour la deuxième année on a planté 600 arbres et on n'avait plus trop l'énergie de tout planter tout seul. Et puis on commençait à avoir pas mal de connaissances à transmettre. Et du coup maintenant on fait des chantiers sur un week-end en hiver, en novembre-décembre, à la période de plantation des arbres, où des gens viennent nous aider à planter, et puis nous on transmet beaucoup sur le jardin-forêt, sur comment est-ce qu'on conçoit bien un jardin-forêt. Et après, autre chose aussi, c'est que même si j'avais pas envie de transmettre, même si j'avais pas besoin d'aide, etc., en fait, bricoler tout seul, bon, on peut écouter des podcasts et tout, mais on s'ennuie un peu. Alors que quand on bricole à plusieurs, bah, c'est vraiment... on refait le monde en bricolant. On parle avec la personne avec qui on bricole, et c'est vraiment... En fait, on n'a pas l'impression d'avoir travaillé toute la journée et d'être fatigué à la fin et de se dire ah, je vais aller me reposer. Alors, effectivement, on est fatigué physiquement, mais on a l'impression d'avoir passé un bon moment toute la journée avec quelqu'un. C'est un peu ce que tu dis, c'est un peu des vacances. En fait, même moi, construire ma propre maison, je le fais pendant les vacances. Mais en fait, je suis fatigué après les vacances. Mais en fait, c'était vraiment des vacances. Ça fait vraiment une coupure. Je rencontre plein de gens. Nous, on peut plus bouger parce qu'on voyage plus, parce qu'on est tout le temps sur notre projet. Mais en fait, c'est les gens qui nous font voyager en venant là. Et on apprend plein de choses par les gens qui viennent. Et puis en fait, on passe vraiment des bons moments. Puis après, les repas, le petit-déj, le soir, les baignades. Enfin, les soirées, c'est des moments aussi où bah, voilà, on déconnecte complètement, on fait le monde ensemble. Et... C'est des souvenirs vraiment inoubliables. Enfin, les soirées au coin du feu avec Tony qui fait de la guitare, c'est... Carrément. Et alors nous, on a vécu ça sur les chantiers participatifs où on était passé quand on était bénévole à l'époque. Et maintenant qu'on fait nos propres chantiers, en fait, on vit la même chose, on vit la même ambiance. C'est nous qui menons le chantier, mais en fait, c'est la même chose au niveau de l'ambiance. On reçoit vraiment beaucoup. Ouais, ce qu'on avait envie de revivre. Ouais. Tout ce qu'on a appris sur les chantiers, on a choisi tout ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, on a pas choisi. Le fait d'avoir fait plein de chantiers participatifs, on a vu quelles étaient les belles manières de construire ou moins bonnes pour nous, enfin, par rapport à notre projet, mais aussi les bonnes manières d'animer un chantier, les mauvaises manières d'animer un chantier pour nous. Nous, on sait qu'on aime bien quand il y a un grand groupe, on n'aime pas bricoler à quelques-uns, mais plutôt avoir une belle ambiance de groupe. On aime bien quand les gens ils arrivent en même temps, qu'ils repartent en même temps, qu'on peut vraiment créer une ambiance. Et puis, on a vu ce que c'était d'être accueilli sur un chantier, d'être fatigué, d'être mal logé, d'être mal nourri. Et au contraire, on a vu ce que c'était d'être bien nourri, des gens qui prennent soin de nous, qui veulent nous transmettre un maximum, qui ne veulent pas nous exploiter. Et du coup, bah, on sait aussi qu'est-ce qu'on a envie de donner aux gens qui passent ici. Et Clara, toi, qu'est-ce que c'est ton rôle sur un chantier participatif ? Moi, pendant que tout le monde bricole, je suis dans la cuisine. Je prépare les repas pour tout le monde et avec toujours quelqu'un qui m'aide parce que c'est des quantités. Alors, et je m'occupe aussi des enfants. On aurait pu faire le choix du pas cher parce que on offre la nourriture, donc moins c'est cher, moins on dépense. On pourrait ne pas l'offrir déjà. Et en fait, nous, quand on s'est formé, on allait chanter en chantier, on n'avait pas un rond et on pouvait se former gratuitement. Et on a envie de rendre ça un peu, de permettre à tous ceux qui n'ont pas forcément l'argent de venir se former gratuitement. Après, on pourrait faire le choix de faire de la nourriture bas de gamme, mais en fait, ça va pas avec nos valeurs et puis c'est pas ce qu'on veut donner. Et donc, on a fait le choix de... Oui, je cuisine tout bio. Tout est bio, on fait beaucoup de fruits et de légumes. On se sert, on achète au magasin bio du coin qui sont partants avec le projet, qui nous ont fait une petite réduc pour pouvoir favoriser aussi le fait qu'on puisse faire manger tout le monde bio. On mange pas beaucoup la viande. On mange pas beaucoup de viande, alors on essaie de faire des repas simples pour pas que ce soit trop cher, mais des repas qui sont très bons. Et puis toi, tu fais des gâteaux, tu fais plein de choses pour les pauses. L'idée, c'est vraiment
comment est-ce qu'on accueille bien les gens sur un chantier? C'est pas juste de la main-d'œuvre qui vient gratuitement, il faut que ce soit donnant-donnant. Comment est-ce qu'on fait pour que les gens se sentent bien ici, en les accueillant bien au niveau alimentaire, etc. Et puis comment est-ce qu'on leur transmet un maximum de choses, parce qu'ils viennent avant tout là pour se former, et puis pour vivre une belle aventure. Mais comment est-ce que quand ils repartent, ils ont vraiment appris un maximum de choses techniques et pratiques pour pouvoir ensuite faire leur projet. Donc c'est ça pour nous l'idée du chantier participatif. Ok. Et voilà, la dernière chose sur laquelle j'aimerais vous poser une question, c'est voilà, vous avez fait ce choix de vie parce que ça vous apportait une autonomie qui était déjà une fin en soi, et voilà, ça vous rapprochait de vos convictions écologiques. Mais moi j'aimerais savoir aussi ce qui fait que où est-ce que vous trouvez finalement votre bonheur dans cette vie très simple que vous menez dans la campagne, dans votre petite maison, au milieu de votre jardin. Enfin... Je pense que notre bonheur, c'est de vivre nos convictions, de ne pas se sentir toujours pris dans un système contre lequel on est et en même temps qu'on ne peut pas faire grand-chose. On ne peut pas faire grand-chose, mais on peut faire quelque chose à notre échelle, et le fait de se mettre en action, ça donne de la joie. En plus, c'est chouette aussi de faire boule de neige, mine de rien. Ceux qui sont venus se former chez nous les premières années, maintenant il y en a plusieurs qui commencent à construire leur maison ou à retaper une maison ou qui se sont reconvertis suite à des belles expériences ici. On a notamment 3 personnes là, qui construisent leur maison de la même manière que ce qu'ils ont vu ici, parce que c'est ici qu'ils ont découvert comment ils voudraient construire leur maison. Et ça, c'est vraiment... ça donne du sens, quoi, de pouvoir... et puis en fait, on se sent un petit peu enfermé d'être tout le temps sur notre chantier, mais en fait, il y a une partie sociale très riche aussi, de voir passer énormément de monde, de pouvoir partager des valeurs, partager des expériences. Donc c'est vrai que ça nous donne beaucoup de rencontrer autant de monde. Ok. Moi, je vous remercie beaucoup en tout cas de nous avoir accueillis et d'avoir accepté de nous répondre. Et puis voilà. J'ai aucune idée de comment clôturer ça. Mais ouais, j'espère que ça va vous convaincre en tout cas qu'une vie simple dans laquelle on transmet des connaissances et dans laquelle finalement on entre par la nature, c'est quelque chose de complètement souhaitable, et que voilà, vivre avec ses convictions écologiques, c'est pas du tout se refermer au monde, et c'est pas du tout quelque chose d'autarcique, mais c'est au contraire quelque chose de très ouvert sur les autres et de profondément humain. Et voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi l'interview jusqu'au bout. C'est tellement ouvert que cet été, si vous voulez, notre chantier est encore ouvert. 3e semaine de juillet, 3e semaine d'août. Oui. Donc si comme Dimitri, vous voulez apprendre à bricoler, que vous ayez 2 mains gauches ou vous soyez déjà un bon bricoleur, on va faire les chambres des enfants avec des cloisons en terre-paille et puis tout un tas de bricolage parce que la maison est loin d'être finie. Et donc vous êtes les bienvenus. Ouais. Et une dernière chose, est-ce que vous pouvez dire bonjour à Jeanne et Elias, ça leur ferait vraiment beaucoup plaisir. Ouais, bonjour à Jeanne et Elias qui sont déjà passés sur notre chantier. Bonjour. Donc on n'a pas encore vu toute la promo, mais il commence à y avoir du monde qui passe toute par la ici. Promo, ça ferait 100 élèves, donc je suis pas sûr que vous la voulez. Bon, merci beaucoup. Et voilà, à demain, ou à très bientôt. Šťastnou cestu. Ça veut dire bon voyage. Les derniers... Attends, je te dis. Valentine Charrière, 10 €. Ludmila Demianenko, 5 €. Chouette. Il y a Branimir, donc c'est le père de Dimitri, 62 €. Il régale mon papa. Il a encore mis 62. Punaise, lui il avait déjà mis 40. Punaise, il a mis 102 €. Mais en fait, on est sponsorisé par le père de. Merci papa, si tu m'entends. En vrai, je suis chaud pour que sur un côté de l'armor, qu'on mette les noms de tous ceux qui. Je t'aime papa. Aussi. Genre un générique. Un peu générique. Ah oui. Est-ce que je peux te faire ça là après? Mais quand est-ce qu'ils se rendront compte de l'escroquerie de notre projet? Voyage en terre inconnue. Merci Cyril Ferraud pour cette leçon. Vous pouvez dormir les gars, parce que moi je... C'est le début de la séance de câlin pour Maximilien Tessier. Maximilien se prépare à recevoir un câlin. Maximilien donne un câlin, il a échoué la tâche. Bon, en vrai, merci. Ouais. Non, en vrai c'était énorme. C'était énorme, ouais.
bon été mec. Câlin numéro 2. Walid, viens. Procédez au câlin. Le grand Maximilien. Veuillez procéder au câlin. Ouais, de ouf. C'était cool de se rencontrer beaucoup plus. Grave. Le câlin numéro 3 sera hors champ. Ah non, il sera en champ. Ah. C'est bien, t'es un super pote. Dimitri, ouais, merci beaucoup à toi aussi. Pour cette aventure, parce que c'est comme toi. Bon, c'est bon. On arrête de faire semblant de chialer maintenant, c'est bon. On peut le virer de là. Comment ça faire semblant? Oh, je pleure vraiment putain. Ouais, je suis chaud. il doit pas savoir.